Raymond Côté. Raymond, bonjour. Bonjour Caroline. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui, heureuse toi? de te retrouver. Oui, c'est long des fois, 2 semaines. Ça passe vite, mais c'est long. Alors, c'est long. Très heureuse de te retrouver ce matin pour encore des sujets chauds. Mais oui. D'abord, on pourrait commencer par parler, là, puisque j'ai le petit formulaire devant moi, de la campagne de développement et paix, une voix pour la justice. Oui, ben tout à fait. Écoutez, la campagne d'automne 2013 qui va être vraiment à son summum en 2014 de développement et paix veut atteindre un but très, très précis, c'est-à-dire créer un poste d'ombudsman pour une exploitation minière responsable. Parce que vous savez, le Canada est un paradis pour les compagnies minières. En fait, le Canada concentre un très grand nombre de sièges sociaux de compagnies minières dans le monde. Là. Selon les documents, justement, de développement et paix, on parle de, il me semble que c'est 75% des compagnies minières mondiales sont inscrites en bourse à Toronto. Alors, c'est quand même un cas particulier. Puis ça s'explique par un environnement légal, très favorable à ces compagnies-là. En fait, il y a beaucoup de latitude qui leur est laissée. On pourrait même parler à la limite de laxisme. Ah ouais. Le gros problème, c'est qu'évidemment, ces compagnies-là ne font pas affaire à strictement parler seulement au Canada. Évidemment, ils exploitent souvent des gisements au Canada, font de l'exploration, tout ça. Mais elles se déploient énormément à travers le monde et même de plus en plus dans des coins du monde où faut pas se le cacher, les gouvernements n'ont pas la rigueur, puis même les gouvernements n'ont pas la force, la capacité à imposer des règles pour respecter les populations locales. Alors, il y a souvent des abus qui sont dénoncés. Tout le monde a pu entendre parler dans les 10 dernières années de campagnes ou de compagnies minières canadiennes qui se faisaient pointer du doigt, parce qu'ils polluaient l'environnement. Il y a eu souvent aussi des cas de tolérance ou peut-être même d'appui à de la menace, de la rétorsion, sinon même du meurtre dans certains coins du monde. Donc, c'est quelque chose qui est très gênant, en fait, qui est carrément inacceptable qu'on puisse être complice de ça. Une voie d'avenue que Développement et paix défend, donc, c'est de créer un ombudsman qui pourrait enquêter, qui pourrait recevoir les plaintes, enquêter, puis pouvoir dire publiquement qu'est-ce qu'il y en est de la responsabilité de ces entreprises-là. Et ça, c'est le gros bon sens. On a l'impression, est-ce que c'est une lutte acharnée que Développement et paix mène? Est-ce que c'est compliqué avoir un ombudsman? Écoutez, c'est compliqué dans le sens où, évidemment, il faut que la Chambre des communes décide d'adopter ça. Jusqu'à maintenant, disons que les gouvernements qui se sont succédés ont pas été nécessairement très, très favorables à un resserrement des règles. En fait, au contraire, le laxisme a pris de plus en plus de place. Il faut dire que dans les dernières législatures, il y a des projets de loi privés qui ont été déposés, des projets de loi d'un de mes anciens collègues, d'un de mes collègues libérales. Actuellement, il y a un projet de loi qui existe qui s'appelle le C-474, qui n'a pas été débattu du tout. Donc, M. McKay a déposé ce projet de loi-là. C'est un dérivé d'un projet de loi précédent, C-300, qui est présenté depuis une dizaine d'années. Je vous dirais que C-474, pour l'avoir regardé rapidement par rapport à C-300, C-474 est moins exigeant que pouvait l'être C-300. Et les deux projets de loi ne créaient pas un poste d'ombudsman, créaient, autrement dit, un processus pour que les compagnies minières dévoilent leurs activités, les sommes qu'elles versent à des gouvernements ailleurs dans le monde. Donc, ça a quand même une certaine utilité, mais ce n'est qu'un premier pas. Puis, c'est encore loin, justement, d'avoir un arbitre, d'avoir un observateur indépendant qui pourrait dénoncer des situations. Et là, Raymond, il y a une pétition qui circule. Si les gens veulent signer, on peut s'impliquer d'une certaine façon. Tout à fait. Écoutez, Développement et paix distribue un format de carte postale. Vous avez la revendication qui est décrite. Vous pouvez la signer. Ça a donc force d'une pétition. Et Développement et paix, dans le courant du printemps, en fait, dans quelques semaines, va carrément déposer sur la colline à Ottawa cette pétition-là. Alors, moi, écoutez,
tout ce que je fais, c'est que l'organisme Développement et Paix est venu rencontrer des députés ici dans la région de Québec. On a accueilli leur cause de façon très, très favorable parce que nous-mêmes, on considère que les compagnies minières canadiennes devraient assumer la responsabilité, puis même plus que les compagnies, parce qu'il faut pas oublier que les dirigeants, dans le fond, une entreprise est une entité indépendante de ses dirigeants et de ses propriétaires. On voudrait aussi que les dirigeants aient une imputabilité quand on parle de violation des droits de l'homme. Ouais. Donc, écoutez, c'est une magnifique initiative. J'encourage énormément les gens à contacter Développement et Paix pour avoir leur carte, la remplir, puis la retourner. Et plus il y aura un grand nombre de signataires pour cette pétition, plus ça va pouvoir exercer de la pression sur la Chambre des communes en général, puis sur le gouvernement en particulier. C'est un principe bien connu. Hein? Tout à fait. Exercer notre droit de citoyen, nos devoirs de citoyen aussi, si on a envie. Tout à fait. On pourrait parler aussi là, de faire une petite mise au point sur le dossier Post Canada. On en avait déjà parlé. Oui, très rapidement, avant de faire la transition au projet de loi de réforme électorale, c'est que ce matin, mon collègue Denis Blanchette, qui est porte-parole pour la région de Québec, pour la région de Québec, fait une sortie médiatique avec un représentant du syndicat des travailleurs et travailleuses de la Poste pour faire le point et aussi surtout dénoncer les projets de Post Canada qui commencent à être mis en œuvre. Puis en fait, là, les gens vont voir un changement important dans quelques jours, c'est l'augmentation du prix du timbre qui va passer de 63 sous à 1 $. Oui, ça s'en vient là. Hein? Oui, c'est très, très bientôt. Le tarif change après le 31 mars. Ah oui, alors, à partir du 1er avril, ça va être 1 $ avant taxe pour envoyer une simple lettre. Écoutez, on a eu des inquiétudes de différents horizons. On peut parler autant évidemment de regroupement d'associations de personnes âgées que de regroupement de petites entreprises. Et c'est un gros problème là, parce que ça va carrément bouleverser les choses. Puis là, on parle pas de la livraison du courrier où énormément de facteurs vont être carrément mis à la retraite ou jetés dehors. Ouais. Bon, on continue à suivre le dossier. Puis sinon, parlons de l'approfondissement là, sur ce projet de loi C-23. Oui, on va aller un peu plus dans le détail. Juste pour vous rappeler que la dernière semaine, lors de la dernière semaine de travaux à la Chambre, on s'est retrouvé à être en guerre de procédure pour chercher à bloquer le projet de loi C-23. Entre autres, parmi les éléments de la guerre de procédure, le directeur général des élections avait été convoqué au comité des procédures de la Chambre pour pouvoir témoigner, mais on s'est retrouvé à voir le gouvernement chercher à mettre des bâtons dans les roues en imposant des limitations des débats, des bâillons, pour utiliser le terme le plus simple, coup sur coup, le matin même du témoignage. Donc, ce qui nous appelait à aller voter, ce qui obligeait à suspendre les travaux du comité. Ça fait que c'était très, très sournois là, comme tactique. Le directeur général des élections a quand même pu témoigner, puis a tiré à peu près les conclusions qu'on tire nous-mêmes. C'est-à-dire que ce projet de loi-là va accorder un avantage indu aux députés sortants, puis surtout aux partis politiques qui sont particulièrement riches. Autrement dit, le principe d'un vote, un individu va s'affaiblir passablement, parce que là, l'argent va parler encore plus. Un très bon exemple là-dessus, en plus de l'augmentation des contributions individuelles, qui va passer de 1 200 $ à 1 500 par année. Quand un parti politique en campagne électorale organise une activité de financement, puis il suffit qu'il appelle ça activité de financement pour échapper à la surveillance du directeur général des élections, il n'y a pas besoin de déclarer les sommes qu'il dépense pour organiser cette activité-là. Alors ça veut dire que ça peut représenter potentiellement des millions de dollars d'argent de plus de dépenser au-dessus du plafond de dépenses durant une campagne, qui va être probablement de l'ordre de 23-24 millions de dollars pour un parti politique au national à la prochaine campagne. Donc, écoutez, ça veut dire que un parti politique pourrait vraiment largement dépasser ce plafond-là sans avoir aucun compte à rendre. L'autre problème, c'est le problème de l'identification des électeurs. Actuellement, il y a un système d'identification avec
avec voyons... c'est parce que j'essaie, oui, c'est ça. Je regarde dans mes notes. Oui, me retrouver là, avec un répondant. Voilà, avec la formule du répondant qui permet à un grand nombre d'électeurs. On pense juste aux étudiants. Par exemple, les étudiants qui sont en résidence à l'Université Laval. Ils n'ont pas de compte d'électricité, ils n'ont pas de compte de téléphone, même des fois, ils n'ont même pas de permis de conduire. Fait qu'ils ont très, très peu de moyens de s'identifier, mais ils ont le droit de vote quand même. Ça fait que le système des répondants permet de justement pouvoir les identifier. Là, le gouvernement veut abolir ça pour admettre 39 cartes d'identité différentes, mais dans les 39 cartes, il y en a plusieurs dont on n'est pas nécessairement assuré que l'adresse soit à jour. Et il y a plusieurs cartes qui n'ont aucune adresse, malheureusement. Alors c'est un très, très gros problème. Ça pourrait exclure potentiellement 100 000 électeurs à travers le Canada. Même, c'est énorme. C'est énorme, puis c'est des gens qui souvent sont plus vulnérables à la pression pour ne pas aller voter. Donc, autrement dit, si on leur met un obstacle de plus, ça va, c'est assez. Ils vont s'auto-exclure facilement. Ouais. Puis là, l'argument de la part du gouvernement, c'est de dire bêtement, écoutez, le rapport Neufeld, qui ciblait justement les problématiques liées à l'identification des électeurs, ils disent, eux, ils interprètent ça en disant que c'est de la fraude systématique, mais autant le directeur général des élections que la Cour suprême du Canada a établi, oui, c'est des manquements, c'est des problèmes, mais il n'y a aucune preuve que les électeurs qui ont été votés suite à ces problèmes-là n'étaient pas des électeurs valides. Ouais. Et ça, le gouvernement refuse cette interprétation-là. En fait, parle d'une porte ouverte à de la fraude massive. Alors, là, il y a tout un travail il y a tout un travail de propagande qui se fait, là. Ouais. Le débat, justement, on cherche carrément à le biaiser. Puis là, c'est notre démocratie qui est carrément menacée, là. Fait qu'il faut que les gens se réveillent, il faut que les gens réagissent. On a lancé une pétition là-dessus. Vous pouvez aller sur le site du NPD, vous allez la trouver très, très facilement. Agissez, parce que la prochaine campagne électorale canadienne, sinon, ne ressemblera pas aux précédentes. Puis ça va être une campagne, on pourrait dire, entre autres, pour les riches. Ce qu'on ne devrait jamais accepter. Ça donne un peu des frissons dans le dos. Raymond, merci beaucoup. Puis ça va être un autre dossier à suivre, mais il faut s'impliquer aussi comme citoyen tellement. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup, Raymond Côté, député NPD Beauport-Limoilou. Raymond, on va enchaîner on parle de citoyenneté avec Annie Cloutier dans quelques minutes. On va parler de son livre. C'est pas tout à fait sans lien. Indirectement.